Je vais vous présenter Vero Jo Riggle. Vero Jo Riggle était une jeune femme qui avait physiquement 24 ans, mais de par un trouble mental, elle avait le comportement d'un enfant âgé entre 8 et 12 ans. Beaucoup de gens ont abusé de cette jeune fille de par les troubles mentaux qu'elle avait, notamment son père biologique et ensuite son père adoptif, ou en tout cas le nouveau petit ami de sa mère. Alors que Vera Jo était âgée de 19 ans, elle a rencontré un jeune homme âgé lui de 13 ans, Zachary Brooks. Ils ont commencé à développer une relation amoureuse et rapidement, Vera Jo a été invitée à venir chez ce fameux Zachary. Elle a été très bien accueillie dans un premier temps, notamment par la mère de Zachary, Sherry, qui l'a accueillie à bras ouverts comme si c'était sa propre fille, mais ce que Vera Jo ne savait pas en rentrant dans cette nouvelle famille, c'est qu'elle rentrait clairement en enfer. Il se trouve que si Zachary ainsi que sa famille ont aussi bien accueilli Vera Jo, c'est parce que, au plus profond de leur esprit, ils avaient d'autres idées vraiment très malsaines. Mais qui sont-ils? Sherry était la mère de 9 enfants, et ce ne sont pas des enfants qu'elle a eus par volonté. 5 de ces enfants parmi les 9 lui ont été retirés, soit ils ont perdu la vie, soit ils ont été placés dans d'autres familles. Déjà, le premier enfant de Sherry est issu d'une relation qu'elle a eue avec son propre cousin qui lui-même avait des problèmes mentaux. Le premier enfant lui a perdu la vie, le deuxième, Maria, une jeune fille, elle, lui a été retirée alors qu'elle n'avait que 1 an. Pourquoi? Parce que ce petit bébé a été la victime d'abus. J'essaye de mesurer un peu les termes que j'utilise pour éviter une démonétisation brutale et que la vidéo soit limitée dans son partage clairement, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, ce petit enfant de 1 an à peine dans notre monde, a déjà connu un des actes les plus abominables de la Terre que quelqu'un peut faire. Les autres enfants que Sherry a pu garder, eux, n'ont pas été placés évidemment, bien qu'il y avait quand même des rapports qui avaient été faits, notamment concernant les sévices qui avaient été faits aux 5 autres enfants, et parmi ce lot d'enfants qui est resté, il y avait le fameux Zachary. Dans la ville de Findlay en Ohio, Sherry avait une certaine réputation, et pas des moindres, une réputation bien sinistre, car les gens locaux la qualifiaient d'une Charles Manson en femme. Et encore, certains disaient même que cette femme était encore plus dangereuse que lui, et on parle pas d'un vendeur d'oranges du supermarché d'à côté. Elle avait pour habitude, pour se faire un peu d'argent, de vendre des substances, et d'ailleurs elle avait eu un nom, son nom c'était Sugar Baby. Pourquoi? Parce qu'elle vendait de la poudre blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Sherry était quelqu'un qui aimait faire du mal aux autres, que ce soit physiquement et psychologiquement, et même quand elle a été diminuée, c'est-à-dire qu'elle était amenée à se déplacer en fauteuil roulant, ça n'a pas changé ses habitudes. Elle était manipulatrice, sadique, elle aimait abuser d'enfants et notamment de bébés, et elle n'hésitait pas à demander à ses enfants d'assouvir le moindre de ses caprices. Alors qu'elle était jeune, Sherry elle-même a eu une enfance difficile, ce qui ne justifie en rien pourquoi elle est devenue la personne qu'elle est. Elle a été abusée par son père, elle a été retirée de son domicile suite à ses abus, mais alors qu'elle a été placée ailleurs et même quand elle s'est mariée plus tard, elle a continué à avoir des relations avec son propre père. Elle a répété ensuite ce cycle-là avec ses propres enfants. Après qu'elle ait perdu ses 5 premiers enfants, Sherry a commencé à sentir que le vent tournait un petit peu et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Évidemment, elle en a déjà eu 9 et elle vieillit, donc au bout d'un moment, le corps d'une femme ne peut plus bien porter un enfant. Donc elle a commencé à chercher d'autres femmes qui pourraient porter des enfants pour elle, à sa place. Généralement, les femmes qu'elle choisissait étaient les petites amies de ses fils. Elle espérait que les petites amies tombent enceintes. Sherry ensuite demandait à récupérer le bébé, ce qui pouvait en soi arranger les petites amies qui n'étaient pas prêtes à être maman, et elle espérait à chaque fois, elle croisait les doigts pour que ses enfants soient des filles pour être abusées, faire des bébés encore et encore. Vous voyez vers quoi je veux en venir, donc maintenant que vous avez le contexte et que vous savez dans quoi Vera Jo est rentrée, si vous êtes déjà dégoûté, partez. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'un certain aspect de la famille, mais la famille faisait partie d'un gang, et le chef du gang était un des frères aînés, qui était encore là. Le frère aîné est décédé, la mère de famille Sherry a accusé sa petite amie de l'avoir jeté sous une voiture, ce qui n'était pas le cas, elle voulait juste lui faire vivre un enfer, et donc c'est Zachary, le petit ami de Vera Jo, qui a été désigné comme le leader de ce fameux gang. Ça c'est pour encore ajouter un petit peu de détails concernant l'histoire sordide de cette famille. Revenons un petit peu maintenant au cas de Vera Jo. En tant que personne malade, handicapée, elle recevait des sortes d'aides pour son invalidité. Sauf que ce n'est pas elle qui encaissait les fameux chèques. Celle qui les encaissait, c'était la mère manipulatrice, Sherry. Au bout d'un moment, dans la relation, Vera Jo est tombée enceinte, au grand bonheur de Sherry. Elle était très contente, mais ça ne l'a pas empêchée
au fur et à mesure du temps, de maltraiter Vera Jo. Elle n'était plus accueillie comme la première fois où elle est venue, c'est-à-dire à bras ouverts. Elle n'était même plus considérée comme une personne, elle était considérée comme une esclave. Sherry n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle allait avoir une petite fille alors qu'elle n'en savait rien, et pour forcer le destin, vous savez, parfois on peut se dire oui, si on mange tel aliment, si on fait ça, on peut favoriser le fait que ce soit un garçon ou une fille. Et bien Sherry, elle forçait Vera Jo à boire des tonnes et des tonnes d'huile de ricin pour essayer de faire en sorte que le bébé à venir soit une petite fille. En plus, elle voulait faire des trucs qui sont incompréhensibles parce que tu le décides pas en soi. Elle voulait que le bébé naisse le jour de son propre anniversaire. Sauf que le destin en a décidé autrement, il est né le lendemain. Le bébé, au grand bonheur de Sherry encore une fois, était une petite fille du nom de Willadine. Et Vera Jo était très heureuse d'avoir un enfant, elle aimait profondément son enfant, mais Sherry lui a interdit de la toucher. Et si jamais elle osait le faire, Sherry ou même Zachary, le père de l'enfant, celui que Vera Jo avait aimé, la battait. La condition d'esclave de Vera Jo ne s'est pas terminée suite à l'accouchement, elle était toujours là, à devoir nettoyer la maison, faire le repas, et quand elle n'était pas amenée à réaliser des tâches pour la famille, elle était isolée. Vous allez me dire, mais pourquoi elle n'est pas partie? Elle a essayé. Sauf que, elle a été prise, et Sherry, étant très en colère, a décidé de demander à toute la famille de surveiller Vera Jo de près pour ne pas qu'elle s'enfuie. Donc là, on n'a plus affaire à quelqu'un qui est dans la famille de son petit ami de son plein gré, mais on a vraiment affaire à un kidnapping. Et comment maintenir une maman chez soi contre son gré? Eh bien, je vous l'ai dit, Sherry était quelqu'un de manipulatrice et de très sadique, donc elle a clairement dit à Vera Jo que si jamais elle osait partir, elle mettrait fin à la vie de son bébé. Et pour Vera Jo, évidemment, c'était quelque chose d'inconcevable. Elle préférait vivre un enfer plutôt que de voir son enfant mourir. Le calvaire a continué, et vers un chemin de plus en plus douloureux. Sherry, Zachary, et même d'autres membres de la famille battaient de plus en plus souvent Vera, quasiment tous les jours. Beaucoup de personnes, notamment des voisins qui entendaient les cris de douleur de Vera Jo, ont essayé d'appeler les secours, des services sociaux, parce que ce n'était pas un secret que la maison de Sherry était une maison de l'horreur. Tout le monde savait que la maison était sale, qu'il n'y avait pas d'eau courante, que la famille urinait même dans un seau, que quasiment tous les enfants de Sherry lui avaient été retirés, donc que ce n'était pas une famille chez qui il faisait bon vivre et qui était même dangereuse. Tout le monde entendait l'horreur que vivait Vera Jo, la police est venue sur place, sauf que Vera Jo leur a menti en disant que tout allait bien. Pourquoi elle a menti? Encore une fois, sous la menace de Sherry. Et est-ce que la police peut faire quelque chose si Vera Jo leur dit que tout va bien? Bah non. Pas du tout. Et c'est là maintenant, Vera Jo étant de plus en plus faible, que Sherry et Zachary se retrouvent face à un problème. Ils sont maintenant avec ce qu'ils considèrent comme une esclave, mais une esclave, selon eux, incompétente. Elle mange mal, donc elle est de plus en plus faible. Elle ne peut pas voir son enfant, donc elle perd aussi le désir de vivre. Donc face à ce qui pour eux se transforme en poids, ils commencent à réfléchir à comment se débarrasser d'elle. Ils pensent à lui faire une overdose, ou alors à l'attacher sur une voie ferrée et qu'un train passe pour mettre fin à ses jours. Et c'est là qu'une illumination vient dans la tête de Sherry. Son cousin, Daniel Bixler, vient de sortir de prison. Ce cousin est un cousin éloigné et c'est le fameux cousin avec qui elle avait eu des relations dans sa jeunesse. Il emménage dans le domicile de Sherry. Daniel Bixler, lui, était allé en prison parce qu'il avait tué quelqu'un. Il avait seulement purgé une peine de 3 ans. Et il était en couple à ce moment-là avec une femme, âgée de 17 ans seulement, Nicole Peters, et ensemble, ils avaient un projet commun. Ce projet, c'était de vivre ensemble l'euphorie d'ôter la vie à quelqu'un. En fait, Nicole Peters, elle voulait tuer quelqu'un, clairement, pour se faire le tatouage, vous savez, le tatouage de l'alarme qui indique qu'on a déjà tué quelqu'un, pour ressembler à son mec. Je sais, c'est... De 1, c'est incroyablement glauque, et de 2, bon, je vais pas le dire tel que je le pense, mais c'est aussi incroyablement stupide. Donc pour Sherry, c'est tout bénef. Ce couple, qui veut absolument tuer quelqu'un, c'est la solution pour se débarrasser du problème Vera Jo. La jeune fille est donc torturée pendant 4 jours complets. Chaque membre de la famille à tour de rôle la frappe avec une ceinture au bout de laquelle ils avaient mis un cadenas. Ils lui ont piétiné plusieurs fois la tête et c'était quelque chose qui excitait énormément Daniel Bixler et sa petite amie. Plusieurs fois, ils ont eu des rapports devant le corps échymosé de Vera Jo. Et après leur fameux ébat, ils reprenaient leur torture. C'est le 26 mars 2011 que Zachary, Daniel Bixler et sa petite amie ont forcé Vera Jo à sortir. Ils lui ont dit de mettre ses chaussures, elle en pleurant ne voulait pas, mais malheureusement elle n'avait pas d'autre choix. En sortant de la maison, elle a dit « Bonne nuit Sugar Baby » et tous ceux qui l'ont croisée à ce moment-là savaient pertinemment ce qui allait lui arriver. Le groupe a accompagné Vera Jo à un chemin de fer et armé de couteaux de cuisine, ils l'ont poignardé un nombre incalculable de fois.
Le couteau était très émoussé, donc il ne coupait pas. Donc c'est pour vous dire la douleur que Verraggio a dû ressentir à force de se faire poignarder. Voyant qu'il n'arrivait pas à commettre leur acte sordide, le groupe a demandé à la jeune femme de se déshabiller pour continuer encore et encore à la poignarder. C'est quand le groupe a remarqué que ça y est, les derniers moments de vie de la jeune femme étaient arrivés qu'ils l'ont laissée là, seule sur la voie ferrée, pour la laisser mourir, toute seule, nue, avec personne aux alentours pour aider. Le groupe s'est débarrassé de l'arme du crime. Ils ont jeté le couteau dans un lac qui était à côté et ils savaient qu'un train devait passer sous peu et ils espéraient que ce train réduise littéralement le corps de Verraggio en bouillie. Le terme qu'ils ont employé, c'est qu'ils espéraient que son corps soit transformé en viande à hamburger. La jeune femme s'est recroquevillée en position fétale et elle est décédée suite à ses blessures. Fort heureusement, le train n'est jamais passé et c'est le lendemain que son corps a été retrouvé. La police, sachant qu'elle vivait chez les Brooks, chez Sherry, s'est rendue à leur domicile et Sherry a dit qu'elle n'avait rien fait et que le coupable était probablement le petit ami de couleur noire de Verraggio. Un petit ami qui n'existait pas. Oui, parce que pour en ajouter un petit peu au caractère de Sherry, elle était aussi raciste. La police a quand même fouillé la maison, et évidemment ils ont trouvé un maximum de preuves, que ce soit des cheveux qui traînaient de Verraggio qui avaient été laissés suite à sa torture, la fameuse ceinture, une chemise qui appartenait à la petite amie de Daniel Bixler qui était ensanglantée. Il y avait également des caméras qui montraient où avait été vu pour la dernière fois Verraggio et elle était en compagnie de Zachary, Nicole et Daniel. Et ce qui est incroyable, c'est que les coupables en fait, ils ne cherchent même pas à se cacher. Daniel et Nicole ont avoué le meurtre, ils ont été placés en garde à vue automatiquement. Ils ont dit que c'était Sherry qui avait donné des substances à Vera et que c'est elle qui avait demandé à ce qu'on la tue. Et ce serait même elle également qui aurait donné les instructions de ce qu'il fallait faire. Daniel, lui, a été condamné à la prison à perpétuité et sa petite amie, elle, a été condamnée à 23 ans pour complot. Zachary, lui, a été condamné à 4 ans de prison. Sherry, elle, n'a pas été accusée par rapport à cette mort. Je sais et je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable. Par contre, elle et son mari, Kevin, ainsi que d'autres de ses enfants ont été reconnus coupables de vente de médicaments sans ordonnance. Elle a fait quelques mois de prison pour d'autres faits ici et là, mais elle n'a jamais vraiment payé pour ce qu'elle a fait subir à Verraggio, car aujourd'hui, elle est libre. C'est là que cette histoire se termine, j'en ai des frissons, là en ayant terminé d'après vous avoir raconté toutes ces atrocités, de voir qu'en plus ces coupables ne sont pas tous punis, c'est quelque chose d'effroyable. Une jeune fille comme ça aurait dû vivre une belle vie. Mais la note d'espoir sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que, rappelez-vous, la fille de Verraggio, elle, a été retirée du foyer. Ce foyer d'horreur dans lequel elle vivait, elle a été placée au sein d'une famille aimante qui s'occupe bien d'elle. J'espère que Verraggio, où qu'elle soit, maintenant repose en paix, et j'espère sincèrement que son enfant aura la meilleure vie possible. Ouais. Je vous présente Sylvia Mary Likens, une jeune fille âgée d'à peine 16 ans, issue d'une famille où la vie est assez compliquée. Déjà elle a une certaine particularité, c'est que elle est la seule parmi ses frères et sœurs qui n'a pas de jumeaux. C'est-à-dire qu'elle a des frères et sœurs qui sont jumeaux qui sont plus âgés qu'elle et des frères et sœurs qui sont jumeaux qui sont moins âgés qu'elle. Elle est la fille de Lester Likens et de Betty Likens, un couple qui a une relation assez instable. Lester, lui, est issu du milieu forain et la mère, elle, on va dire qu'elle n'est pas forcément respectueuse de la justice. On reviendra sur cet aspect-là un tout petit peu plus tard. Sylvia, elle, est une jeune fille, malgré le milieu familial dans lequel elle vit, très bien éduquée. C'est quelqu'un qui est considéré comme un peu effacé, mais très sympathique, extrêmement douce, et qui aime profondément sa famille. C'est pour vous dire, sa famille rencontrait quelques problèmes financiers, et pour aider ses parents, Sylvia leur donnait 20 $, le montant qu'elle se faisait en faisant du babysitting, pour les aider. Bien que la vie de la famille était assez compliquée, la vie de Sylvia, elle, était plutôt classique. Elle allait à l'école, elle se faisait des amis, elle était appréciée, il n'y avait rien à déclarer de ce côté-là. C'est un peu plus tard que les choses ont dégénéré. Et quand je dis dégénéré, le mot est très faible. En juillet 1965, Sylvia vivait avec ses parents en compagnie de sa sœur Jenny et du reste de sa famille, dans la ville d'Indianapolis. Sauf que, le 3 juillet, Betty, la mère de Sylvia, a été arrêtée parce qu'elle avait fait un vol. Elle n'avait pas fait un braquage, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait des articles de magasin dans son sac pour ne pas les payer. Elle a été mise en prison. En soi, elle n'a pas écopé d'une énorme peine, c'était surtout une peine pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses. Et donc, Lester, le père de Sylvia, lui, réfléchissait à un moyen
de récupérer sa femme. D'une part parce que son mariage était en train de s'effondrer, et d'autre part parce que sa femme, clairement, elle suivait pas la bonne route à suivre. Donc, une opportunité s'est présentée à lui. Il se trouve que Sylvia a sympathisé avec une jeune fille, alors qu'elle était dans son lycée, une jeune fille du nom de Paula Baniszewski. Et le hasard faisant bien les choses, ou peut-être, quand vous verrez la suite de l'histoire, très mal les choses, il se trouve que cette Paula habitait dans le même quartier que Sylvia. Donc pour se voir après l'école, c'était vraiment une aubaine. Paula a invité Sylvia ainsi que sa sœur, Jenny, à venir passer un moment chez elle. Le petit groupe de filles est donc allé chez Paula, elles se sont amusées, elles ont discuté, elles ont goûté de la musique, et à un moment donné, vraiment passant un très bon moment, Paula a proposé à Sylvia et à sa petite sœur de rester dormir à la maison. Il se trouve que l'éducation que recevaient les jeunes filles de la famille Likens était assez libre, c'est-à-dire que une telle proposition, elles pouvaient l'accepter. On leur disait pas non, on dort pas chez des inconnus ou quoi que ce soit, si vous voulez dormir, vous dormez, il n'y a pas de souci. La nuit s'est bien passée et Lester, le père de Sylvia, est venu le lendemain récupérer ses enfants. C'est là qu'il a fait la rencontre de la mère de famille de la famille Baniszewski, Gertrude. Gertrude a une réputation assez particulière. C'est quelqu'un qui fréquente une église, qui est très impliqué dans cette communauté, mais des rumeurs tournent sur elle indiquant que son dernier enfant ne serait peut-être pas si légitime, c'est-à-dire qu'elle aurait trompé son mari, qu'elle aurait eu un enfant et qu'elle le fait passer pour l'enfant de son mari alors qu'il n'en est rien. Et vous savez, ce genre de choses, dans une communauté très impliquée, ça peut être un problème. En parlant un petit peu avec Gertrude, Lester dévoile un petit peu les problèmes de mariage qu'il rencontre avec sa femme, et Gertrude fait donc une proposition. Il propose, contre 20$ par semaine, de garder ses enfants chez elle et de les éduquer, de s'en occuper comme si c'était ses propres enfants. Lester a réfléchi un petit peu à cette proposition et il s'est dit que ça pourrait être effectivement quelque chose de positif pour lui et sa femme. Ça permettrait de se retrouver seul, sans les enfants, et d'essayer de recoller les morceaux. En plus de ça, sa femme Betty voulait que les enfants soient gardés par quelqu'un, en l'occurrence cette fameuse Gertrude, quand elle a appris la proposition, car elle aussi était partante pour essayer de recoller un peu les morceaux, et étant en plus sur la mauvaise voie d'un point de vue légal, Lester lui a proposé de travailler avec lui, à la fête foraine, chose que Betty a accepté. Donc le plan était plutôt simple, et Gertrude Baniszewski allait s'occuper des enfants, Lester et Betty allaient recoller les morceaux, ils l'espéraient assez rapidement, et ensuite ils allaient récupérer leur famille. Donc, un deal est fait, le deal venant de Gertrude Baniszewski qui dit que pour 20$ par semaine, elle s'occuperait des enfants de la famille Likens. Sauf que Lester Likens ne savait pas qu'en acceptant ce marché, il réalisait en réalité un pacte avec le diable. Gertrude Baniszewski est une femme née en 1928 dans la ville d'Indianapolis. Elle a été élevée dans la classe ouvrière et alors qu'elle n'avait que 10 ans, elle a vu son père âgé de 50 ans mourir d'une crise cardiaque. 6 ans plus tard, âgée de 16 ans, elle abandonne ses études, elle abandonne le lycée pour épouser un homme, John Baniszewski, avec qui elle a eu 4 enfants. Cet homme avait un tempérament très instable, il avait tendance à frapper Gertrude, et malgré une vie de couple difficile, ils sont restés ensemble pendant 10 ans, jusqu'à leur premier divorce. Après ce divorce, Gertrude a épousé un autre homme, Edward Guthrie, mais ce mariage-là, contrairement à son premier, n'a duré que quelques mois. Gertrude s'est ensuite donc remariée avec son premier mari, du nom de Baniszewski, et elle a eu 2 autres enfants avec lui. C'est en 1963 que le couple a divorcé pour la seconde fois. Elle a fréquenté d'autres hommes par la suite, dont un qui lui a donné un autre enfant, mais ne voulant pas assumer sa paternité, l'homme est parti, laissant donc Gertrude seule, avec au total 7 enfants. 7 enfants avec qui elle vivait. Il y avait Paula, âgée de 17 ans, Stéphanie, âgée de 15 ans, John, âgé de 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis Lee Wright Jr., issu de sa dernière relation, âgé de 1 an. Gertrude était caractérisée comme quelqu'un de petite, de maigrichonne, qui fumait énormément et qui souffrait certainement d'une dépression à cause de ses 3 relations amoureuses ratées. Elle aurait également fait une fausse couche qui n'aurait amélioré en rien l'état de sa santé mentale. Elle ne travaillait pas et sa seule source de revenus était des services qu'elle proposait au voisinage comme de la couture ou du nettoyage.
Maintenant vous savez un peu plus chez qui a vécu Sylvia Likens ainsi que sa petite sœur Jenny. Tous les enfants Likens ne sont pas allés là-bas car les deux garçons, eux, sont allés chez les grands-parents et la sœur la plus grande, elle, est partie pour prendre son indépendance. Donc il n'y a que 2 enfants de la famille Likens qui se trouvent dans le domicile, Sylvia et sa petite sœur Jenny. Et laissez-moi vous dire que le séjour des enfants Likens chez la famille Baniszewski n'était pas du tout une partie de plaisir, mais bien une descente aux enfers. Petit rappel, en échange de quelques dollars, Gertrude devait prendre soin des enfants de Lester Likens. Sauf que, déjà dès la 2e semaine où Sylvia et Jenny étaient chez Gertrude, des retards de paiement de la part de Lester se sont fait remarquer. Première semaine, il a payé à la date convenue, la 2e, il a eu un peu plus du mal. Et ne roulant pas sur l'or, Gertrude à chaque fois s'inquiétait énormément de savoir si elle allait ou pas recevoir l'argent comme convenu, et donc elle exprimait sa frustration sur les enfants de Lester Likens. Pour exprimer cette fameuse frustration, cette rancœur, elle frappait par exemple les fesses nues des 2 jeunes filles en utilisant des objets. Et alors qu'elle commettait ces abus, elle disait aux enfants, par exemple, « Eh bien, j'ai pris soin de vous 2 petites chiennes pendant 1 semaine pour rien. » Le temps a passé encore, on arrive à la fin août, et les 2 jeunes filles ont été frappées 15 fois avec une pagaie, une petite rame que Gertrude avait l'habitude d'utiliser, simplement à cause de Paula qui était normalement l'amie de Sylvia, car celle-ci a dit que les 2 jeunes filles avaient trop mangé pendant une cérémonie à l'église. Ces abus ont continué dans le temps et ils se sont plus centrés sur Sylvia que sur la petite Jenny. Pourquoi ? C'est compliqué à dire. On pense que c'est parce que Gertrude avait une énorme jalousie envers Sylvia. Elle avait 16 ans, donc elle était jeune, elle était plutôt mignonne, elle avait une éducation irréprochable, et Gertrude, enviant justement toutes ses qualités, eh bien exprimait sa jalousie en mettant en place des abus plutôt sur Sylvia que sur Jenny. Le calvaire de Sylvia, qui n'était à la base que physique, s'est ensuite étendu. C'est-à-dire que pour la torturer, clairement, Gertrude la laissait avoir faim, elle ne la nourrissait pas, elle lui faisait manger que des restes ou alors de la nourriture avariée qui se trouvait dans les poubelles, elle trouvait le moindre prétexte pour lui faire du mal. Par exemple, une fois Sylvia s'est fait torturer parce que Gertrude l'a accusée d'avoir volé des bonbons alors qu'en réalité, Sylvia les avait bel et bien achetés. Une fois, Sylvia a fait l'erreur malgré elle de dire qu'elle avait eu un petit ami. C'était une petite amourette de vacances et donc Gertrude, entendant ça, a demandé à la jeune fille si elle avait déjà fait des choses avec un garçon. Sylvia, elle était jeune, elle ne savait pas de quoi Gertrude voulait parler. Donc, répondant quand même à la question, Sylvia a dit qu'elle avait patiné et qu'une fois elle s'était allongée sous les couvertures avec son petit ami. Mais c'est tout, il n'y avait pas eu en soi de relation derrière. Et donc Gertrude a commencé à dire que Sylvia allait tomber enceinte, qu'à chaque fois qu'elle allait faire ce genre de choses, elle aurait un bébé, et pour la punir, elle lui a mis un énorme coup de pied dans ses parties intimes. Sylvia, elle pensait au début que c'était une blague, mais quand elle a reçu le coup de pied, elle a compris qu'elle avait fait une grosse erreur en parlant de ce fameux petit ami. Pour le moment, tous ces actes infâmes sont faits par Gertrude, sont de son dû à elle, sauf que, au fur et à mesure du temps, c'est toute la famille qui va s'y mettre. Paula, je rappelle celle qui était de base l'amie de Sylvia, étant enceinte et jalouse de l'apparence de Sylvia, va commencer elle aussi à mettre en place tout ce qu'elle peut pour pourrir la vie de Sylvia. Elle l'a fait tomber de sa chaise en lui disant qu'elle n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Avec un de ses amis, Paula a forcé Sylvia à manger un hot dog, mais pas un hot dog qu'on adorerait manger. Un hot dog qu'ils avaient surchargé de plein de trucs qui rendent la chose immangeable, comme de la moutarde, du ketchup, des épices. Donc résultat, indigestion. Et Sylvia a vomi, ce qui n'est pas très surprenant, mais après cela, ils l'ont forcée à remanger son vomi. Sylvia, elle en peut plus. Elle en a marre de vivre toutes ces sévices. Elle veut se venger d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne veut pas se venger et faire quelque chose qu'on lui fait. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est au lycée, car oui, elle va toujours en cours, elle répand une rumeur. Une rumeur sur Stéphanie et Paula, donc des enfants de la famille Baniszewski, et elle dit que, bon c'est pas une belle rumeur, hein. Elle dit que les 2 jeunes filles, ce sont des femmes qui vendent leur corps pour le plaisir des hommes. Donc Stéphanie, elle, en entendant cette rumeur, a demandé mais qui dit tout ça ? Et
Malheureusement, Sylvia a été balancée. Donc en rentrant à la maison, Stéphanie a demandé à Sylvia si c'était vrai, et Sylvia, étant honnête, a dit que oui, c'était elle qui avait lancé la fameuse rumeur. Pour se venger, Stéphanie a frappé Sylvia, Sylvia en pleurs l'a supplié d'arrêter et s'est profondément excusée. Stéphanie a commencé à s'en vouloir, donc elle a aussi pleuré, elle a arrêté de taper Sylvia, mais là, son petit ami est arrivé, un certain Coy, âgé de 15 ans, et lui aussi avait eu vent de la fameuse rumeur. Et il n'a pas du tout apprécié d'apprendre ce qu'on disait sur sa petite amie. Donc, sachant qu'il a appris que c'était à cause de Sylvia, il s'est jeté sur elle, il l'a giflée, et il a raconté toute la chose à Gertrude. Et Gertrude, elle s'en est servie, évidemment, pour battre de nouveau avec sa pagaie la petite Sylvia. Et rappelez-vous, dans cette rumeur, il y avait deux personnes, Stéphanie et Paula. Paula, elle s'est pas encore vengée. Et elle, sa vengeance, elle est claire et nette, elle décide de passer à tabac à la jeune Sylvia avec une telle violence qu'elle s'en casse le poignet. Elle frappait les dents et les yeux de la jeune fille. Vraiment, elle voulait que les coups qu'elle portait à Sylvia se voient. Et même après, une fois qu'elle a eu un plâtre à cause des coups qu'elle a portés à Sylvia, elle frappait encore la jeune fille avec son plâtre. La mère de famille Gertrude a retourné la situation, elle a pris la rumeur que Sylvia avait lancée, elle l'a retournée contre elle. Elle disait à tout le monde que Sylvia vendait son corps. Et elle se servait de ça pour justifier le fait qu'elle soit sale en disant que c'était pas une bonne fille. Et encore une fois, vous allez comprendre le vice de cette femme. Elle forçait Jenny, la propre sœur de Sylvia, à la frapper, et elle frappait Jenny si jamais elle ne s'y soumettait pas. Et c'est là que l'enfer vécu par Sylvia Likens a encore pris une ampleur énorme. Parce que il y a vraiment des étapes. Au début, il n'y avait que Gertrude qui tourmentait Sylvia. Après, il y a eu Paula. Ensuite, différents membres de la famille. Il y a eu le petit ami de Stéphanie, celle sur qui la rumeur avait été lancée, et lui invitait ensuite ses propres amis à venir dans la maison des Baniszewski pour, encore une fois, tourmenter physiquement la jeune Sylvia. Et ils participent même, parfois tous ensemble, en compagnie de Gertrude, à la torture de la jeune fille. Ils s'en servent pour s'entraîner au judo, ils lui font des prises, ils s'en servent clairement de mannequin d'entraînement, ils s'en servent pour toute expérience qui leur traverse l'esprit, comme éteindre des cigarettes sur la peau humaine. Ou alors, qu'est-ce que ça fait si on tape très fort les organes reproducteurs d'une jeune fille? Et il y avait également une part d'humiliation énorme. C'est impensable de se dire qu'on a pu faire subir ça à une jeune fille. Vous allez voir la scène que je vais vous décrire, elle est atroce. Gertrude a dit à Sylvia d'aller dans le salon, où il y avait tout le monde. Elle lui a dit de se déshabiller et de s'enfoncer une bouteille de coca, une bouteille en verre, dans ses organes reproducteurs et de simuler, vous l'avez compris, une relation intime. Je le rappelle, devant tout le monde, y compris sa petite sœur. Et l'excuse de Gertrude pour faire ça, c'est qu'elle voulait montrer à Jenny quel type de fille Sylvia était. Il n'y a qu'une seule personne qui semble être consciente que ce qu'il se passe dans cette maison est abominable. Cette personne-là, c'est Stéphanie, celle sur qui la rumeur avait été aussi lancée. Celle qui s'est rendue compte après avoir frappé Sylvia que ce n'était pas bien. Plusieurs fois, elle a supplié sa mère d'arrêter de faire du mal à Sylvia. Par exemple, à un moment donné, Sylvia se faisait, comme d'habitude, fouetter par Gertrude. Stéphanie a dit à sa mère qu'elle n'avait rien fait, donc il fallait arrêter. Est-ce que ça a servi? Pas du tout. S'ajouter à ces tortures beaucoup de coups à l'aide de ceintures. Gertrude a également brûlé le bout des doigts de Sylvia, elle a frappé Jenny également. Jenny était moins concernée par la torture de Sylvia, mais elle était quand même frappée de temps en temps. C'est important de le préciser et pas de la mettre à l'écart, elle n'avait pas non plus la belle vie. Vous vous en doutez, cette histoire ne va pas bien finir du tout. Et peut-être que vous vous posez une question, sachant que Sylvia et Jenny vont à l'école, pourquoi ne pas en parler à des adultes? La réponse est très simple, c'est qu'elles avaient peur des représailles. Si jamais les adultes venaient en parler par exemple à Gertrude et qu'il ne se passe rien derrière, elles savaient pertinemment que derrière leur tourment allait encore prendre une autre tournure. De temps en temps, les parents de Sylvia et Jenny venaient leur rendre visite, assez rarement mais ça arrivait, et ils n'ont pas été alarmés de quoi que ce soit parce que quand ils voyaient leur fille, sûrement que c'était dû à une gestion très précise de Gertrude, mais elle ne montrait aucun signe de coup, elle n'avait pas de bleu, rien du tout, en tout cas rien de visible, elle ne semblait pas en détresse. Et je peux vous dire que les deux jeunes filles mouraient d'envie de raconter ce qu'il se passait dans cette maison de l'horreur. D'ailleurs, Gertrude en jouait de cette situation. Quand les parents partaient, elle regardait Sylvia et lui disait « Maintenant tu vas faire quoi ?» Ils sont partis. Et le truc aussi, c'est que les deux enfants étaient rarement seuls. Ce n'est arrivé qu'une fois que Sylvia ainsi que sa petite sœur rencontrent une de leurs sœurs aînées dans un parc. Elles ont parlé, Sylvia
et Jenny ont raconté ce qui leur arrivait, sauf que la grande sœur a pensé qu'elles abusaient un petit peu sur les termes utilisés. Pour elle, c'est juste que c'était dur de pas être chez soi, dans sa propre famille, et que du coup, elles envenimaient un petit peu la situation. Plus tard, il y a eu une nouvelle rencontre entre la grande sœur et les deux jeunes filles, sauf que là, il y avait un enfant de la famille Baniszewski avec eux dans le parc. Et Sylvia a dit à sa sœur qu'elle avait faim, donc la grande sœur a acheté un sandwich à Sylvia, elle l'a dévoré. L'enfant Baniszewski qui était présent n'a rien dit, mais une fois rentré à la maison, tout a été raconté à Gertrude. Gertrude a étouffé Sylvia, accompagnée de Paula, et ensuite ils lui ont fait prendre un bain bouillant pour la purifier du péché. Un bain bouillant, vous vous en doutez bien, c'est pas bon du tout. Plusieurs fois, Sylvia s'est évanouie et Gertrude lui a attrapé la tête par les cheveux et lui cognait la tête contre la baignoire pour la réveiller. Peu de temps après cette histoire de bain bouillant pour purifier les péchés, un garçon a appelé de manière anonyme le lycée où se rendait Sylvia. Ça faisait un moment que Sylvia n'y allait plus et elle a dit que un des enfants de la famille, donc Sylvia, avait des plaies ouvertes et qu'elle semblait très mal en point. L'infirmière de l'école s'est rendue sur place pour enquêter et Gertrude a ouvert la porte et a dit que Sylvia n'était plus là, qu'elle s'était enfuie et que oui, elle avait des plaies sur le corps mais que c'était dû à son hygiène lamentable. Ce serait pour elle une jeune fille incontrôlable qui avait une très mauvaise influence sur ses enfants. Suite à ces allégations, l'école n'a pas continué d'enquête. Certains voisins ont déjà aperçu les enfants Likens, ils considéraient eux Gertrude comme quelqu'un qui était la personne parfaite pour éduquer des enfants, bien qu'ils ne savaient pas quels étaient les abus qu'elle faisait sur ces derniers. Ils ont parlé avec Gertrude, Gertrude se vantait de ce qu'elle faisait, clairement, et les enfants, eux, semblaient très doux, très gentils, les enfants Likens, mais en quelque sorte zombifiés. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas alarmé forcément les voisins. Ça ne les a pas donné envie de contacter les autorités. Ils ont laissé couler, ils se sont dit, ce ne sont pas nos affaires, on s'en mêle pas. Diana, la grande sœur qui avait déjà vu plusieurs fois Sylvia et Jenny dans le fameux parc, ne savait pas de base où ils vivaient, mais elle a réussi à trouver l'adresse de la famille Baniszewski. Elle s'est rendue sur place et elle voulait rendre visite à ses sœurs, ce qui est tout naturel. Sauf que Gertrude lui a dit « Non, non, tu rentres pas, tes parents m'ont donné l'autorisation d'interdire ce genre de rencontre, sans raison. » Mais, un peu plus tard, cette fameuse Diana a croisé Jenny. Elle lui a donc demandé des nouvelles et des nouvelles de Sylvia. Et Jenny lui a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire, car sinon, elle va avoir des ennuis. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails des tortures réalisées par la famille Baniszewski sur la jeune Sylvia et également sur Jenny, mais pour vous faire un rapide résumé de ce qui a pu se passer, à cause de tout ce qui s'est passé, eh bien Sylvia a commencé à avoir des problèmes à l'intérieur de son corps. Elle commençait à devenir incontinente, et en plus on lui interdisait l'accès à la salle de bain, donc elle devait notamment suriner dessus, et pour empêcher qu'elle saille toute la maison, Gertrude l'a foutue au sous-sol, l'a ligotée et l'a laissée là toute nue. On ne la nourrissait que très peu, elle n'avait souvent pas d'eau potable à boire, elle était parfois attachée à la rampe de l'escalier du sous-sol, donc ses pieds ne touchaient même pas le sol. Les tortures ont continué, ça ne s'est jamais arrêté, c'est toujours allé de pire en pire, du plus humiliant vers le plus humiliant. Alors je vais pas vous faire la chronologie de chacun des trucs, mais par exemple Gertrude a pris le contenu des couches de son bébé et l'a foutu clairement dans la bouche de Sylvia. À un moment donné, ils ont voulu la marquer. Gertrude a voulu le marquer au stylo, marquer sur le corps de Sylvia « Je suis une prostituée et j'en suis fière ». Ça ne marchait pas, du coup elle a demandé à un homme, John Junior, du coup de s'en occuper. Et lui ce qu'il a fait du coup, c'est non pas utiliser un stylo ou un feutre, il a marqué au fer rouge Sylvia de la fameuse phrase en question. D'autres sévices ont voulu être faits sur le corps de la jeune femme, notamment la marquer comme un animal. Shirley, une des filles de la famille Baniszewski, voulait qu'il y ait un S sur le corps de Sylvia pour montrer qu'elle lui appartenait. Sauf que ça n'a pas marché, ça ne rend pas un S mais une sorte de 3. Sylvia a essayé de s'enfuir plusieurs fois mais étant trop faible, elle n'a jamais réussi, malheureusement. Et elle se rend compte d'une chose, elle en est persuadée, elle le dit à sa petite sœur Jenny, elle dit qu'elle n'en a pas forcément envie mais qu'elle va mourir. Gertrude pressent aussi que cette fatalité se rapproche, donc elle décide de mettre un plan en place. Elle dit à Sylvia d'écrire une lettre, une sorte de lettre d'adieu, pas vraiment d'adieu, mais où elle explique qu'elle a fugué parce qu'elle avait proposé des relations intimes à des garçons, que finalement elle a refusé, d'où le fait qu'elle s'est fait battre et que par peur elle a pris la fuite. Et après cela, Gertrude avait prévu avec l'aide de certains de ses enfants d'aller mettre le corps de Sylvia dans une forêt et de l'abandonner là pour la laisser mourir. Sylvia
entendant ce fameux plan, a voulu s'enfuir une dernière fois, une ultime et dernière fois, mais ça n'a pas marché encore une fois car elle était beaucoup trop faible. Mais finalement, le plan de Gertrude ne s'est pas passé comme prévu. Sylvia est décédée sur un lit dans la maison. Une des enfants, Stéphanie, a essayé de lui faire du bouche à bouche, de la ramener. Gertrude, elle, était persuadée que Sylvia mentait, qu'elle faisait semblant, sauf que c'est alors qu'elle frappait le corps de Sylvia, donc sans vie, avec un livre qu'elle s'est rendue compte que non, la mort de Sylvia était bien réelle. C'est là qu'elle a donc décidé d'appeler la police. Elle a reconstruit son plan. Son plan, c'était de dire qu'elle avait retrouvé Sylvia qui était partie et qu'elle essayait de la sauver, ce qui n'était évidemment pas le cas. La police a donc pris les différents témoignages, et alors que la police est là en train de parler à tout le monde, Paula a regardé Jenny, qui a donc vu sa sœur mourir, et lui a dit, en chuchotant, « Si tu restes vivre avec nous, c'est ça qui va t'arriver. » Jenny, apeurée et dans un ultime élan de courage, a dit à la police que si jamais ils arrivaient à la faire sortir d'ici, elle raconterait absolument tout. Et c'est ce qui a été fait. Elle a tout dit, elle a tout balancé. Donc, naturellement, il y a eu pas mal d'arrestations. Je ne vais pas rentrer dans le détail du procès parce que personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais vite en venir à la conclusion. En gros, les accusés, eux, se défendent. Logique, ils se défendent comme ils peuvent. Ils disent qu'ils n'ont pas pris part à ce dont on les accuse. Gertrude dit que le comportement qu'elle a pu avoir est dû à sa prise de médicaments. En tout cas, elle n'assume pas pleinement la responsabilité. Et il se passe plusieurs choses dans la conclusion du procès. Beaucoup sont condamnés à la prison, généralement tout le monde. Gertrude est condamnée à la prison à vie par exemple, et Paula, elle, étant mineure, n'a pas été emprisonnée, elle a été mise dans un centre de correction ou quelque chose comme ça. Mais il se trouve que il y a eu un second procès. Gertrude, de par son comportement modèle en prison, a été libérée. Bien que toute la famille de Sylvia ne le voulait pas et qu'il y a eu même des pétitions qui ont été signées disant qu'il fallait que Gertrude reste en prison jusqu'à la fin de sa vie, elle a obtenu une libération et elle est décédée plus tard suite à un cancer. Elle était clairement folle et elle remettait justement la responsabilité de ses actions sur sa folie mentale. Paula, elle, a eu une nouvelle identité. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants de la famille qui n'ont pas été directement emprisonnés ont pris des nouvelles identités. Mais je pense que plutôt que de se focaliser vraiment sur les coupables, je pense qu'il faut plutôt qu'on se focalise sur les victimes. Donc Sylvia, on espère maintenant qu'elle repose en paix après les tourments qu'elle a vécus. On espère que Jenny également a vécu une belle vie après avoir vécu l'enfer aux côtés de sa sœur. C'est un drame qui a touché toute une famille qui a voulu de base se reconstruire. Ouais. En 1998, une jeune fille du nom de Natasha Kampusch a vu sa vie être transformée. À la date du 2 mars, alors qu'elle était âgée de 10 ans, elle a quitté son domicile de Vienne à 7 h du matin pour se rendre à l'école. Elle a fait le trajet comme d'habitude, et c'est à 300 mètres à peine de sa destination qu'une camionnette blanche s'est arrêtée devant elle et l'a emmenée. À partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Natasha Kampusch. En tout cas pour le moment. Rapidement, la disparition de la jeune fille a été signalée à la police a enquêté et ils ont eu beaucoup de témoignages. Il y a eu un témoin, une jeune fille de 12 ans qui était camarade de classe de Natasha, qui a parlé justement de cette fameuse camionnette blanche. C'est comme ça qu'on sait que c'est ce type de véhicule qui a enlevé la jeune fille. Elle a vu un homme prendre Natasha et la traîner de force au niveau de la portière latérale du véhicule. Un autre garçon, lui, a ajouté quelques informations. De ce qu'il a vu, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pris Natasha pour la placer dans le coffre du véhicule, tandis qu'un conducteur patientait à l'avant. Donc il y aurait, selon un témoignage, un kidnappeur et selon un autre témoignage, plusieurs. La police a remué ciel et terre pour retrouver Natasha. Ils ont interrogé tous les propriétaires de camionnettes blanches et malheureusement, cette enquête n'a rien donné. Plus de 1000 personnes ont été interrogées. Il y a même eu un appel anonyme qui semblait mener vers une piste assez intéressante. Voilà ce que la personne qui a appelé de manière anonyme a raconté. En ce qui concerne la recherche du fourgon blanc en vitre sombre en relation avec la disparition de la petite Natasha, il y a une personne qui pourrait être liée à tout ça. Elle possède un fourgon blanc avec des fenêtres sombres
Et cet homme, c'est une sorte de solitaire. Il a des difficultés extrêmes avec son environnement et il a des problèmes de sociabilisation. Je crois qu'il habite avec sa mère, qui a beaucoup de systèmes de sécurité, une alarme. C'est très difficile d'y entrer, un cambrioleur n'aurait aucune chance. Je crois savoir également que cet homme a des armes chez lui. Le fourgon recherché est souvent garé là. Je crois qu'il s'en sert parce qu'il est électricien. Ou en tout cas, il l'était peut-être. Cet homme doit sûrement vivre avec sa mère, une femme assez âgée. Et dans le quartier, tout le monde sait de sources sûres que cet homme a un penchant pour les enfants. Je ne sais pas s'il a déjà un casier judiciaire par rapport à tout ça, mais il faudrait peut-être vérifier. Comme vous l'avez entendu, c'est un appel qui semble montrer quelqu'un qui pourrait être susceptible d'avoir commis cet enlèvement. Malheureusement, la personne qui a appelé la police ne connaissait pas le nom de cet individu. Donc la police a décidé de mener une enquête par rapport à cet individu-là dont l'appel a parlé. Ils ont réussi à avancer, à retrouver l'homme, mais la piste a été abandonnée parce qu'il se trouvait que l'homme en question était nullement impliqué dans cette fameuse disparition. Bien qu'il y ait eu beaucoup de pistes suivies, beaucoup de personnes potentiellement suspectes qui ont été interrogées, l'enquête a stagné pendant des années. Et ce qui est fou dans cette enquête, c'est que la personne qui a réellement enlevé la petite Natacha faisait partie de toutes les personnes qui ont été interrogées par la police quand ils ont interrogé tous les propriétaires de camions blancs. Néanmoins, au moment de l'interrogatoire, rien ne laissait présager que c'était cet individu-là précisément qui avait fait l'enlèvement. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, de se dire que le coupable était devant les yeux de la police et même passé dans leur bureau. Ça, c'est un truc de fou. La grande question, que s'est-il donc passé? On sait que Natacha a été enlevée, mais quelle a été ensuite son histoire? Il se trouve que, juste après l'enlèvement, son kidnappeur, un homme du nom de Priklopil, alors je doute sur la prononciation, je vais le dire comme ça, mais je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Eh bien cet homme-là n'a pas ramené directement Natacha chez lui, il l'a d'abord emmenée dans une forêt pour établir certaines conditions. Déjà, sur place, il a passé un coup de fil, il a ensuite ouvert la portière latérale du véhicule à Natacha pour lui parler. Il lui a dit que personne ne viendrait pour elle. En tout cas, il a dit que les autres ne viendraient pas. On spécule sur la signification de cette phrase-là, soit il voulait enlever l'espoir à Natacha d'être retrouvée directement, ou alors l'enlèvement de Natacha n'était pas dû au fait d'une personne mais de plusieurs, et les autres personnes qui étaient concernées par cet enlèvement n'allaient pas se présenter, laissant donc Priklopil seul dans son enlèvement. Après ce petit passage dans la forêt, là, le ravisseur a emmené la jeune fille, Natacha, chez lui et il l'a gardée captive dans une pièce située dans le sous-sol à l'abri de toute lumière. Cette pièce était vraiment très rudimentaire. Il y avait un petit matelas sur le sol où Natacha pouvait dormir et c'est tout. Cette fameuse pièce dans le sous-sol était parfaite pour Priklopil parce qu'elle était insonorisée, on ne pouvait pas voir à l'intérieur en étant de l'extérieur. Et comment il a fait pour construire une pièce comme ça chez lui? En fait c'est simple, c'est pas lui qui l'a construite. En fait c'est son père à l'époque, qui avait décidé de construire chez lui, dans le sous-sol, un abri anti-atomique, au cas où. Cet abri n'a jamais servi, et Priklopil se dit que ce serait bien d'en faire usage pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire enlever une jeune fille. La seule porte d'accès étant la porte d'un abri anti-atomique était blindée. Si le lieu était fermé, il était impénétrable. Donc comprenez par là que une jeune fille enfermée là-dedans n'a aucune chance d'en sortir. Le seul moyen pour elle de partir, c'est qu'on lui ouvre la porte, c'est-à-dire que son ravisseur la laisse partir. Chose qui ne devrait pas arriver comme ça. Pendant 2 ans, la jeune fille est restée enfermée dans le sous-sol de la maison de son ravisseur. Lui s'occupait de la nourrir. Elle vivait sans rien. Pour faire ses besoins, elle devait faire ça dans un seau qui restait dans la pièce. Vous avez compris que ce n'était clairement pas une vie de luxe. Et c'est au bout de ces 2 ans que là, le ravisseur a décidé petit à petit d'accorder quelques droits à sa victime. Effectivement, elle commence à avoir le droit d'aller dans des pièces de la maison. Plus forcément de rester tout le temps dans l'abri anti-atomique, elle doit y passer les nuits certes, mais elle est un peu plus libre de ses mouvements. Et toujours sous la surveillance de la personne qui l'a kidnappée. De plus, ce qui composait le lieu de vie principal de Natacha, c'est-à-dire la pièce du sous-sol, a été petit à petit aménagé par le ravisseur à la demande de sa victime. C'est-à-dire qu'il lui a rajouté une petite étagère, une petite commode, ce genre de choses au fur et à mesure du temps. Elle n'avait pas tout ça dès qu'elle est arrivée sur place. Elle a eu le droit
à un moment donné à une télévision, à une radio, et vous allez voir que ces éléments ont été très importants pour elle. En juin 2005, avec la chaleur, voulant quand même conserver sa victime vivante, Priklopil accordait à sa victime de se balader dehors. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi à ce moment-là, elle n'a pas essayé de montrer qu'elle était captive? Pourquoi elle n'a pas essayé de s'enfuir? Eh bien, c'est simple. Son ravisseur était également un manipulateur. Il lui a fait comprendre que si jamais elle cherchait à s'enfuir, il mettrait fin à ses jours, il la tuerait, clairement, et également il ferait du mal à ses proches. Et c'est sous l'emprise de cette menace constante qui pesait au-dessus de sa tête que Natacha a même accompagné son ravisseur au cours de certains voyages. Elle n'est pas forcément restée que dans son logement. Elle est sortie, elle allait dans d'autres endroits à Vienne, elle a aidé son ravisseur à rénover un appartement, elle est même allée au ski avec lui, et tout ça en fait permet de comprendre quelles étaient derrière les réelles motivations du kidnapping. C'est qu'en fait, Priklopil voulait former un ménage normal avec Natacha, c'est-à-dire il voulait former un couple normal avec elle, ce qui est très glauque, sachant qu'elle avait 10 ans au moment de sa disparition. Par contre, un ménage normal pour Priklopil, c'était avoir une femme qui était sous ses ordres, son esclave, clairement. Parce que Natacha lui préparait le petit déjeuner, lui faisait à manger, lui abusait d'elle régulièrement. De plus, dans ce ménage normal, pour Priklopil, eh bien, il voulait que Natacha l'appelle maître et s'agenouille devant lui. Chose que Natacha a toujours refusée, et donc elle se faisait punir à cause de son refus d'obtempérer. Et en punition, elle se faisait battre. Et pour survivre dans cet enfer, l'enfer qu'elle a vécu, Natacha s'est accrochée à un espoir. Cet espoir, c'était celui de partir. Elle savait, éperdument au fond d'elle, qu'elle n'était pas faite pour rester en captivité toute sa vie. Elle savait qu'à un moment donné, elle allait s'enfuir, qu'elle allait réussir à partir. Donc, en ce sens, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est auto-instruite. Elle a quitté l'école à 10 ans, donc elle aurait pu manquer d'éducation, ce qu'on apprend à l'école, les mathématiques, les langues, etc., etc. Eh bien elle, de par la télévision qu'elle avait, des livres et la radio, elle regardait beaucoup d'émissions culturelles pour pouvoir justement avoir un certain apprentissage. C'est d'ailleurs quelque chose qui a étonné la police quand elle a été retrouvée plus tard, c'est qu'elle parlait extrêmement bien pour une personne qui avait été enlevée à l'âge de 10 ans et qui était restée en captivité pendant un certain nombre d'années. Nous sommes arrivés à la date du 23 août 2006, le jour où Natacha a réussi à trouver la force et l'opportunité de s'échapper. Son ravisseur lui avait demandé de nettoyer son véhicule, d'y passer l'aspirateur. C'est donc ce qu'elle a fait, et aux alentours des 12h50, son ravisseur a reçu un appel. Étant dérangé par le bruit de l'aspirateur, il a décidé d'aller à l'intérieur de la maison pour prendre son appel, et il a donc laissé à l'extérieur Natacha totalement seule. C'est là que Natacha a vu sa chance et elle l'a saisie. Elle a couru chez une voisine, elle a tapé à la porte en disant qu'elle était Natacha Kampusch. La voisine ne lui a pas ouvert, mais elle a appelé la police. La police est venue sur place et Priklopil, lui, a remarqué que Natacha était partie seulement quand il a fini son appel. Et il a rapidement compris qu'il était foutu. La police est arrivée, ils ont emmené Natacha au commissariat, ils l'ont interrogée et plutôt rapidement elle a pu être identifiée, notamment grâce à une cicatrice sur son corps. Ensuite une enquête a été menée au domicile où elle était retenue et là on a retrouvé son passeport, donc là plus de doute possible. Et le ravisseur, lui, n'a pas été arrêté car sachant qu'il était foutu à cause de la fuite de Natacha, il s'est donné la mort en se jetant sous les rails d'un train. Pour Natacha, c'était pas surprenant parce que selon elle, c'était soit elle qui allait mourir en restant captive, soit son ravisseur qui allait mourir car il lui avait déjà assuré que jamais on ne l'attraperait vivant. Et il a bien tenu parole. C'est là que l'histoire de Natacha s'arrête, en tout cas dans les faits. Après j'ai pas envie d'aller sur le terrain de tout ce qui s'est passé derrière, les interviews, etc. etc. Ça c'est le genre de choses qui arrivent parce que la personne qui était retenue captive est sortie vivante de tout ça. C'est pas quelque chose qui s'est passé notamment dans les histoires que je racontais sur la chaîne de Mary-Jo Riegel ou de Sylvia Likens, sachant que ces deux-là ont perdu la vie suite à leur captivité. Dans le cas de Natacha Kampusch, au moins elle a pu partager son histoire, elle a pu raconter tout son ressenti. Certains ont spéculé sur le fait qu'elle avait un syndrome de Stockholm suite
à ses années de captivité, 8 ans quand même, car elle aurait été apparemment attristée par la mort de la personne qui l'avait retenue captive. Elle aurait également allumé une bougie en son honneur à la morgue. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, j'avoue que ça c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je voulais juste vous partager cette histoire incroyable pour un peu aussi se différencier des histoires que j'ai pu raconter sur la chaîne de ce type de format là, sur des personnes qui ont été retenues en captivité contre leur gré. Avoir une histoire, on va dire, qui se termine bien avec quelqu'un qui arrive à s'en sortir, je trouve que c'est aussi important d'en parler. Et maintenant, c'est chose faite.